Chapitre 33. La période de sevrage. Vous serez peut-être parfois, pendant les 3 semaines suivantes votre dernière cigarette, sujet à des crises de manque. Les symptômes que vous observerez alors peuvent être classés en 2 catégories. 1. La crise de manque de nicotine. Cette sensation de vide et de malaise ressemble à une faim, léger tiraillement d'estomac, que le fumeur assimile à un fort désir de faire quelque chose dans leurs mains. 2. Le catalyseur psychologique, que sont certains événements tels que les conversations téléphoniques et la fin d'un repas. L'échec des personnes essayant d'arrêter par le seul recours de la volonté ont dû, en l'absence de compréhension et des différenciations de ces 2 phénomènes distincts, à savoir la dépendance physique et psychologique. Ce type de confusion explique aussi que beaucoup replongent même après une très longue période d'abstinence, alors qu'ils se sont, depuis longtemps, débarrassés de leur dépendance à la nicotine. Les symptômes de manque dus à la nicotine sont pratiquement imperceptibles. Il ne faut cependant pas en sous-estimer le pouvoir. Si l'on s'abstient de manger pendant trop longtemps, il arrive que l'on ressente des brûlures d'estomac. Il s'agit en fait plus de démangeaisons et de gargouillements que d'une réelle douleur. Pourtant, on sait combien la faim rend vite nerveux et irritable. Notre faim de nicotine est tout à fait comparable. Il y a néanmoins une différence fondamentale. Notre corps a besoin de s'alimenter, mais il n'a pas besoin de nicotine. Avec le bon état d'esprit, on parvient rapidement à maîtriser ces symptômes. Même si le fumeur a fait appel à une méthode basée sur la volonté, après quelques jours d'abstinence, sa faim de nicotine s'estompe rapidement. C'est le second facteur qui crée la difficulté. Le fumeur a pris en effet l'habitude de soulager son besoin de nicotine lors de certaines occasions particulières. Par association d'idées, comme celle du verre et de la cigarette, il en est venu à penser que la cigarette lui est indispensable dans une telle occasion. Un exemple permettra de mieux comprendre cela. Vous avez une voiture depuis quelques années, dont la commande du clignotant se trouve à gauche du volant. Vous en achetez une nouvelle, dans laquelle cette même commande est à droite. Bien que vous sachiez la différence, vous enclenchez pendant plusieurs semaines systématiquement les essuie-glaces avant de prendre votre virage. Notre comportement, lorsqu'on arrête de fumer, est similaire. Le premier jour d'abstinence, le médicament se manifeste à certains moments. Le mécanisme, pas le médicament. Vous pensez alors, je veux une cigarette. Si vous contrez ce mécanisme à la racine, il disparaîtra rapidement. La méthode classique, en persuadant le fumeur qu'il fait un grand sacrifice, l'incite à se tourner vers la cigarette. Alors qu'il attend que cette envie disparaisse, son obstination ne fait que s'enraciner et enracine sa dépendance. Le catalyseur le plus courant est le repas, surtout celui entre amis ou au restaurant. L'ex-fumeur est déjà malheureux de ne pas avoir de cigarette. Il se sent encore plus frustré lorsque ses amis en allument une, et il a l'impression de ne pas profiter du repas comme il le voudrait. Son association de la cigarette avec le repas et l'association sociale le font souffrir 3 fois plus et par la même occasion aggrave sa dépendance psychologique. S'il fait preuve de volonté pendant une période suffisante, il finira par accepter son lot et reprendra une vie normale. Cependant, le lavage de cerveau n'est pas complètement effacé et l'on voit des personnes qui, des années après avoir arrêté lors de certaines grandes célébrations, crèvent toujours d'envie d'en fumer une. Le fumeur est victime d'une illusion qu'il a lui-même créée, alors qu'il n'y a aucune raison, absolument aucune, de se torturer ainsi. Avec ma méthode, la majorité des échecs, car il y en a, est due à la réponse à un déclic. Le fumeur a tendance à considérer la cigarette comme une sorte de placebo, comme un simple cachet qui ne contiendrait que du sucre. Il pense
La cigarette ne me fait rien. Mais si je décide qu'elle a un pouvoir, elle peut alors m'aider lorsque j'aurai besoin d'un stimulateur. Un cachet au sucre n'a pourtant rien de magique. Peu se révèle une puissante aide psychologique pour soulager un réel symptôme. Il peut donc bénéfique, ce n'est pas le cas de la cigarette, elle crée les symptômes qui soulagent et finissent à la longue par ne plus nous soulager complètement. Ce cachet-là est une drogue, et rappelons-nous-le encore, le tueur numéro 1 de notre société. Il vous sera peut-être plus facile de comprendre cet effet avec un exemple. Prenez le cas d'une femme non fumeuse qui perd son mari. Il est tout à fait courant d'entendre dire, de la part d'une amie fumeuse, avec pourtant les meilleures intentions du monde, « Prends une cigarette, cela t'aiderait à te calmer ». La cigarette acceptée n'aura aucun effet apaisant, parce que cette femme, n'ayant aucune dépendance à l'égard de la nicotine, n'a par conséquent aucun manque à soulager. Au mieux, cela aura l'effet psychologique d'un remontant temporaire. Une fois la cigarette éteinte, la situation restera tout à ce point aussi tragique qu'auparavant. Elle sera peut-être même pire, cette femme risquant en effet de développer une accoutumance, même infime, à la cigarette qui la poussera ensuite à en fumer d'autres. Le seul effet que l'on puisse accorder à cette cigarette est celui d'un léger remontant, comme un verre de scotch, au mieux, quelques paroles réconfortantes. Beaucoup de non-fumeurs ou d'ex-fumeurs se sont fait piéger par la cigarette lors de telles circonstances. Il est essentiel de contrer dès le début l'effet du lavage de cerveau. Cela doit être clair, vous n'avez pas besoin de la cigarette, et en continuant de la considérer comme un support ou un stimulant, vous ne faites que vous torturer. Il n'y a aucune raison à cela. La cigarette ne crée pas le moment fort, elle les ruine. Rappelez-vous en particulier, lors de repas, que le fumeur ne fume pas parce qu'il trouve cela agréable, mais parce qu'il ne peut pas faire autrement. Ce sont des drogués, ils ne peuvent vivre heureux sans leur dose de nicotine. Abandonnez le concept de la cigarette en tant que plaisir. Beaucoup de fumeurs pensent si seulement il y avait eu une cigarette inoffensive. Il y en a. Tout fumeur qui essaye les cigarettes à l'eucalyptus laisse vite tomber, car il s'agit d'une perte de temps. En effet, fumer des cigarettes aux herbes est une chose complètement stupide. Mais quelle est la différence entre fumer une cigarette aux herbes et une vraie cigarette? La nicotine. Ne racontez pas que la cigarette a meilleur goût. Vous savez bien que c'est faux. On n'a jamais vu quelqu'un fumer régulièrement des cigarettes à l'eucalyptus et cela devrait être exactement la même chose pour toutes les cigarettes. Le problème est que la nicotine continue dans le tabac introduit un facteur de dépendance qui vous empêche d'être lucide. Qu'il soit clair dans votre esprit que la seule véritable raison pour laquelle vous fumez demeure le besoin de nicotine. Lorsque vous vous serez débarrassé de ce besoin de nicotine, vous n'aurez pas plus besoin de vous mettre une cigarette dans la bouche que dans l'oreille. Que les grandes angoisses soient dues au manque physique de nicotine, sensation de vide, ou à un déclic psychologique, il vous faut les accepter. La douleur physique est pratiquement insignifiante. Et avec le bon état d'esprit, cela n'est plus un problème. Ne vous tracassez donc pas à propos du manque. La sensation elle-même n'est pas méchante. Le vrai problème sont l'association de cette sensation avec le désir d'une cigarette et le sentiment de rater quelque chose. Au lieu de vous laisser aller à un sentiment de regret, dites-vous, je sais ce que c'est. Ce sont les symptômes de manque de nicotine. C'est ce qui fait souffrir les fumeurs toute leur vie et ce que les pousse à continuer à fumer. Les non-fumeurs ne connaissent pas cette angoisse. Ce n'est qu'un tour de plus de cette drogue. C'est formidable. Elle est en train de quitter mon corps. En d'autres termes, vous subirez au cours des 3 prochaines semaines un léger trauma. Mais pendant ces 3 semaines, et pour le reste de votre vie, quelque chose d'extraordinaire va se produire.
vous vous débarrasserez de cette horrible maladie. Cette immense victoire fera bien plus que compenser l'infini trauma. Elle vous amènera certainement à trouver les symptômes de manque relativement plaisants. Ils deviendront des raisons de vous réjouir. Considérez ce processus comme un jeu où le petit monstre est une sorte de parasite à l'intérieur de votre estomac. Vous allez l'affamer pendant quelques semaines et lui faire essayer de vous pousser à allumer une cigarette pour se maintenir en vie. Méfiez-vous, car à certains moments, il essaiera de vous rendre malheureux. Parfois même, à un moment où vous ne serez pas sur les défensives. Quelqu'un vous offrira peut-être une cigarette. Alors, vous aurez un instant oublié que vous avez arrêté. Vous sentirez alors un léger sentiment de frustration ou vous le rappelant. Soyez prêt d'avance à affronter ce genre de situation. Quelle que soit la tentation, soyez sûr qu'elle est le fait du monstre logé dans votre estomac. Chaque fois que vous lui résisterez, vous gagnerez une bataille qui aura peut-être été mortelle pour vous. Dans tous les cas, n'essayez pas d'oublier la cigarette. C'est une attitude qui pousse les ex-fumeurs vers la dépression. Ils essayent de survivre chaque jour avec l'espoir de finir par oublier. Ainsi, en ont-ils de l'insomnie. Plus vous vous inquiétez, moins vous aurez à dormir. De toute façon, vous n'arriverez pas à oublier. Les premiers jours, le petit monstre ne se lassera pas de vous le rappeler, et vous ne pourrez rien y faire. Tant qu'il y aura des fumeurs et de la publicité pour les cigarettes, vous ne pourrez pas oublier. Le fait qu'il n'y ait aucune raison d'oublier, il n'y a rien de mal à ce que vous arriviez, au contraire, c'est merveilleux. Même si vous y pensez 100 fois par jour, savourez chaque moment. Rappelez-vous comme il est formidable d'être libre à nouveau, de ne plus avoir à étouffer. Ainsi, vous verrez que les symptômes de manque deviennent des moments de plaisir et vous serez surpris de la rapidité avec laquelle la cigarette vous sortira de l'esprit. Quoi que vous fassiez, ne doutez pas d'être bien fondé de votre décision. Si le doute s'installe, vous commencez à vous lamenter et cela empire. Utilisez plutôt de telles occasions comme une motivation supplémentaire. Si vous êtes déprimé, rappelez-vous que la cigarette ne fait qu'aggraver les choses. Si un ami vous offre une cigarette, répondez que vous êtes fier de ne plus avoir besoin. Cela le blessera, mais l'aidera aussi à se préparer pour arrêter. Rappelez-vous, lors d'éventuels moments difficiles, que vous aviez de puissantes raisons d'arrêter. Rappelez-vous ce que vous coûte la cigarette, que vous pourriez vous accorder le risque de ne pas vous en sortir. Par-dessus tout, rappelez-vous que ce sentiment n'est pas passager et que chaque moment est un pas de plus vers votre but. Certains fumeurs pensent qu'ils devront passer le restant de leur vie à réprimer le déclic psychologique. En d'autres termes, ils croient qu'ils passeront leur vie à se persuader par des artifices psychologiques qu'ils n'ont pas envie d'une cigarette. Ce n'est pas le cas. Rappelez-vous que l'optimisme voit la bouteille à moitié pleine alors que le pessimisme la voit à moitié vide. Dans le cas de la cigarette, la bouteille est vide et le fumeur la voit pleine. C'est lui qui a subi un lavage de cerveau. C'est lui qui est conditionné. Si vous commencez à vous dire que vous n'avez pas besoin de fumer, vous n'aurez même pas besoin de vous le répéter, car la douce vérité est que vous n'avez aucune raison de fumer. C'est bien la dernière chose à faire. Assurez-vous que vous ne vous ferez plus jamais avoir. Fin du chapitre.